Merci Étienne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Destiny Kiwali, professeur de communication internationale au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal. Et mes intérêts de recherche portent justement sur l'impact des technologies numériques sur l'accès et la consommation d'une diversité culturelle, d'expression culturelle en ligne. Et j'aurai le plaisir de vous entretenir un peu sur certains aspects de ces problématiques et de ces recherches-là. Merci. Oui, oui. On reviendra sans doute là-dessus avec Dr Mbanza parce que ça fait partie aussi de ses préoccupations dans un domaine bien plus précis. Mais je voudrais d'abord revenir sur un terme qui a été employé au début de ton, enfin, au milieu de ton intervention, la question donc du profilage. Et je me tourne vers le professeur Chewali qui est très préoccupé effectivement par le fait que les systèmes automatisés de recommandation algorithmiques affectent évidemment l'accessibilité et il emploie un terme qu'il met en avant, la recouvrabilité de contenu culturel et médiatique sur les plateformes numériques. Alors, professeur Chewali, est-ce que tu peux résumer en quelques mots de quoi il s'agit pour nous? Très bien, merci. D'abord, je commencerai effectivement par mettre en introduction le fait qu'on est dans une ère de surabondance de contenu. Hein, on dit que dans le monde, en 2020, quand on prend une plateforme comme YouTube, il y a plus de 500 heures de contenu vidéo qui sont mises en ligne en une minute. Sur Netflix, c'est plus de 400 000 vidéos qui sont regardées à la minute sur la plateforme Netflix. Quand on prend la plateforme musicale Spotify, par exemple, c'est 28 chansons qui sont mises en ligne en une minute sur Spotify. Et donc, on est dans un contexte qui est indubitablement caractérisé par une prolifération à la fois des plateformes, mais aussi une mise à disponibilité assez conséquente d'une offre médiatique et culturelle globale qui est vraiment surabondante. Et la question se pose de savoir comment, en tant qu'usager, en tant que consommateur, comment on accède, comment on consomme une diversité de contenus en ligne, éventuellement des contenus nationaux, locaux, dans cette offre globale-là. Et il faut savoir aussi que les consommateurs s'attendent de plus en plus à vivre une expérience personnalisée, à obtenir de l'aide aussi dans la manière dont on explore et on découvre ces contenus-là. Et donc, la capacité même d'un contenu informationnel, médiatique ou culturel, par exemple un film, une série, une musique, la capacité du contenu à se démarquer pour atteindre un auditoire dans un univers d'hyper-choix, sachant qu'on a des catalogues avec des milliers, des dizaines de milliers de titres ou de produits, et bien c'est là où réside l'enjeu de ce que nous avons appelé la découvrabilité, qui est une notion qu'on utilise pour désigner le processus de rencontre entre un contenu et le public. Et on s'entend aujourd'hui pour dire que les utilisateurs sont de plus en plus aiguillés, sont de plus en plus orientés dans leur parcours de découverte et de consommation médiatique et culturelle par les algorithmes de ces plateformes-là qui pratiquent, vous le savez bien, donc le profilage de goût, le profilage de nos habitudes et de nos préférences de consommation en ligne. Et ces algorithmes, les algorithmes de plateformes comme Netflix ou Amazon, se substituent aujourd'hui au rôle que jouaient traditionnellement les gérants de vidéoclubs, les disquaires ou les libraires qui ont l'habitude de trier, de sélectionner, de recommander et de mettre en avant, de mettre en valeur certains produits au détriment d'autres pour pouvoir jouir d'une certaine exposition, d'une certaine visibilité dans les vitrines, dans les rayons ou dans les catalogues. Et donc, pourquoi la découvrabilité nous préoccupe? Parce qu'on se rend compte que le processus de recommandation par les algorithmes est de plus en plus loin d'être neutre, puisque ces algorithmes sont là pour effectuer des tris, pour exclure donc des contenus selon des critères de pertinence et de mise en visibilité qui demeurent quand même un peu opaques.
et qui sont généralement considérés comme des secrets industriels ou des atouts commerciaux ou concurrentiels. Et là où c'est d'autant plus préoccupant, c'est qu'on sait que si on prend la plateforme Netflix par exemple encore, 70% du contenu consommé, des films que nous regardons ou des séries que nous visionnons, sont le résultat des recommandations de la plateforme. Une plateforme qui a tendance à vouloir mettre en avant elle-même ses propres contenus originaux dans lesquels elle a investi. Et donc là, vous voyez, il y a déjà des biais qui font en sorte que finalement, on n'a pas tant accès que ça, on ne consomme pas finalement tant que ça la diversité à laquelle peut prétendre aujourd'hui le web, parce qu'au contraire, on assiste à un phénomène de concentration, de standardisation de l'offre médiatique et culturelle, avec l'illusion que les algorithmes répondent de manière personnalisée à nos besoins, à nos goûts, alors qu'en réalité, ils exacerbent un peu un risque d'uniformisation au niveau justement de ce qui est offert, de ce qui est proposé. Et donc, oui, allez-y. Quand on ramène ça, je vais terminer juste là-dessus, quand on ramène ça par exemple à la préoccupation des contenus francophones, vous allez voir, le français est la quatrième langue sur Internet. On n'est pas tant présent que ça dans l'écosystème numérique en termes de contenu francophone. Mais au-delà de la présence, c'est un problème de recommandation. Cela s'applique aussi au contenu africain francophone. Hein. Un problème de recommandation dans le sens où le potentiel de découvrabilité des contenus n'augmenterait que s'il y a des décisions, disons des stratégies politiques pour contraindre un peu ces plateformes, ces algorithmes à davantage favoriser l'exposition et la mise en visibilité d'une diversité de contenus linguistiques et culturels, informationnels aussi en ligne, en évitant tous les biais que j'ai nommés tantôt. Et vous pensez que une gouvernance des algorithmes ou par les algorithmes est nécessaire pour atteindre les objectifs de politique publique, on va dire, en matière de promotion de la diversité des expressions culturelles en ligne, ou il faudrait imposer des quotas pour mieux servir la diversité? Enfin, quoi exactement? Alors, vous posez une très bonne question. Aujourd'hui, pour développer l'intelligence artificielle en se souciant de toute la dimension éthique, de la prise en compte de la diversité, il faut exposer effectivement le système et les systèmes de recommandation algorithmiques à des données abondantes en leur enseignant la bonne façon d'interpréter ces données-là, de telle sorte à prendre en compte des enjeux d'intérêt général, d'intérêt public ou des politiques publiques comme en matière d'objectifs de diversité culturelle. Ce qu'on appelle le machine learning, là, donc l'apprentissage automatique des machines, devrait pouvoir contribuer à produire des données structurées destinées aux moteurs de recherche, comme le nommait tantôt le collègue Olivier, qui ferait en sorte qu'on irait plus dans des recommandations qui seraient axées sur les contenus en eux-mêmes et non sur les comportements des consommateurs. Parce qu'il y a plus de biais quand on s'en va sur le comportement des consommateurs. On a tendance à vouloir imposer ce qui est populaire, ce qui est le plus consommé, etc. Et donc, l'option d'une gouvernance par les algorithmes, c'est de revenir à trouver une solution technique au problème. Parce que techniquement, c'est faisable de mettre les algorithmes au service de la diversité culturelle. Et cela pourrait effectivement prendre la forme concrètement d'un certain nombre de quotas. On l'a vu, l'Europe impose par exemple aux plateformes de diffusion en continu comme Netflix, de vidéos à la demande, un certain nombre d'œuvres européennes, donc 30% d'œuvres européennes dans le catalogue. On peut en arriver effectivement à proposer des systèmes de recommandation randomisés, c'est-à-dire un peu aléatoires, qui feraient en sorte que, en termes d'occurrence, on a dans ce qui nous est proposé, dans ce qui nous est offert sur ces plateformes, un certain quota
de contenu africain, de contenu francophone, des fois en prenant en compte peut-être la localisation géographique, la géolocalisation des consommateurs, mais ce serait nécessaire effectivement d'arriver à cette jouabilité des algorithmes, mais aussi à cette responsabilité algorithmique qui doit nous permettre justement de nous préoccuper davantage de la mise en valeur et de la diversité des expositions et de ce qui est recommandé, notamment en termes de contenu informationnel, médiatique ou culturel. OK. Merci, merci. Je vais essayer d'y aller, mais moi, en répondant, je vais essayer quand même de... Je me suis senti interpellé par certains éléments du débat et beaucoup d'éléments qui ont été apportés par Olivier Ledoff et Edgar Charles. Donc, je vais rapidement essayer de résumer un peu tout ça par rapport à ce que j'en pense, moi. Premièrement, je pense que l'intelligence artificielle est porteur de risque d'une nouvelle fracture numérique par rapport entre le Nord et le Sud, mais en même temps, c'est aussi porteur d'opportunités dans le sens où on a là une possibilité, je ne dirais pas d'aller en guerre contre les GAFA parce qu'ils ont quand même une longueur d'avance très importante, mais au niveau du rééquilibre du pouvoir de marché, pour éviter de ne pas imposer un modèle unique de marchandisation de l'innovation technologique et de pouvoir reconquérir une forme de souveraineté numérique. Je pense que l'IA offre cette possibilité-là aux Africains et aux pays du continent, à condition effectivement de faire preuve d'abord dans un premier temps de beaucoup de littératie numérique en général et littératie algorithmique, comme l'a souligné Olivier. Et par ailleurs, de justement adapter nos cadres réglementaires, réviser nos cadres réglementaires. Donc ça, c'est la responsabilité des États et gouvernements pour s'assurer que les industriels, les opérateurs privés puissent justement faire preuve d'une plus grande transparence dans la manière dont les données sont collectées, dont elles sont traitées, dont elles sont partagées, mais aussi la fameuse question de la responsabilité algorithmique qui est directement associée à l'enjeu éthique même en lien avec la conception de ces systèmes algorithmiques-là. Et donc, essayer de mettre l'accent sur nos politiques publiques et les stratégies numériques de sorte à ce qu'on ne bride pas ou on ne censure pas l'innovation, mais qu'on puisse permettre, par exemple, de faire émerger de nouveaux écosystèmes de start-up technologiques spécialisées en IA sur le continent, tout en allant dans le sens aussi, et je termine là-dessus, c'est un concept qui m'est vraiment cher, celui de la jouabilité des algorithmes, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir interagir librement et de développer une nouvelle génération d'algorithmes exemplaires qui seraient plus susceptibles d'intégrer et d'adapter des enjeux sociétaux, répondre à des problématiques sociétales et être orientés vraiment vers le bien public commun, l'intérêt général, l'intérêt public notamment. Ça, c'est un peu quelques éléments, quelques pistes que j'apporterai ici.